mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne JC4 TV. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de votre émission, longtemps entendue, l'émission Éthique Politique. L'émission Éthique Politique, c'est une émission à caractère pédagogique où nous et nos intervenants, soit nos invités, nous venons jeter un regard scientifico-réaliste. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous monsieur Bezalel Bush. Il est donc relationniste, il est internationaliste, en même temps il est théoricien et consultant en sciences de relations internationales, où je m'en vais déjà lui dire bonjour monsieur Bezalel. Bonjour messieurs les journalistes. Comment vous allez? Je vais bien, parfaitement bien. Émission auquel nous jetons un regard scientifico-réaliste avec nos invités. Aujourd'hui nous allons parler sur comment la science peut-elle réellement être utile à une nation. Monsieur Bezalel, vous êtes scientifique, comment est-ce que vous pouvez définir la science? La science, je vais, pour ne pas être trop large, la science c'est un ensemble de connaissances. Un ensemble de connaissances d'ordre différent. Donc on peut comprendre que la science a pour finalité ou pour objectif l'étude et la compréhension du monde et de ses phénomènes. C'est en quelques mots, c'est en ces termes que je peux définir la science. Et comment est-ce que vous pouvez définir la science des relations internationales? La science des relations internationales, c'est une science qui différents auteurs ont défini. Donc il y a plusieurs définitions qui cadrent avec la science des relations internationales. Mais ici, j'aimerais citer certains auteurs, tels que, si vous prenez un auteur tel que J.C. ou Jean-Claude Zarka, qui définit les relations internationales comme un ensemble d'interactions et de flux qui génèrent l'action d'un État au-delà de ses frontières. Donc par là, déjà, vous comprenez que la science des relations internationales, c'est une science qui concerne les actions des États au niveau international, donc sur la scène internationale. Et parce que notre thème du jour parle de comment la science peut-elle réellement être utile à une nation, alors pouvez-vous nous dire comment est-ce que la science des relations internationales peut être utile à une nation? Bon, avant d'aborder la science des relations internationales, la science d'abord. La science peut réellement être utile à une nation. Donc nous répondons par l'affirmative concernant la première question. Comment la science peut-elle être utile à une nation? Donc la science peut être utile à une nation dans la mesure où les connaissances qui jaillissent de cette science sont mises en pratique, sont mises au profit de la nation. Voilà. Alors la science des relations internationales, c'est une science qui peut être réellement utile à la nation dans la mesure où la science des relations internationales est en train d'équiper les gouvernants ou les dirigeants qui, sur la scène internationale, d'abord au niveau interne, ils élaborent leur propre politique appelée politique étrangère. Et cette politique étrangère, lorsque ces acteurs-là transcendent les frontières, vont vers les autres, ils se servent de ces outils que la science des relations internationales les a équipés. Je vais être un peu plus clair pour permettre à nos téléspectateurs d'appréhender la notion de l'importance de la science des relations internationales. Parce que vous allez comprendre que s'il faut situer d'abord la science des relations internationales, c'est à la fin du XVIIIe siècle que la science des relations internationales va apparaître ou va naître. Et dans cette mesure-là, la science des relations internationales avait pour objectif comprendre, étudier comment sommes-nous arrivés à un conflit aussi dévastateur. Je parle de la Première Guerre mondiale. Donc vous allez comprendre directement que la naissance de la science des relations internationales, c'est pour comprendre et étudier les actions des États sur la scène internationale. Donc lorsque vous comprenez comment vous allez mettre au profit les connaissances que la science des relations internationales vous équipe, vous allez alors vous retrouver sur la scène internationale. Parce que l'objectif de notre émission, c'est de jeter un regard scientifico-réaliste. Alors pouvez-vous nous affirmer ou nous infirmer si réellement la science, surtout la science des relations internationales, elle est vraiment utile, ou soit ce qui est recommandé par la science
science, sur le plan ou soit de la réalité, cela est mis en pratique. Pouvez-vous affirmer ou infirmer? Bon, dans une certaine mesure, nous sommes en train là de nous... Donc la grande question que vous posez, elle peut être difficile pour être répondue parce que nous savons que la science des relations internationales a une finalité. Elle est à la fois une discipline scientifique, elle est aussi à la fois un objet d'étude. Je vais revenir à la question. Donc, comme discipline scientifique, elle étudie différentes théories dans la science des relations internationales. Mais comme objet d'étude, elle étudie les actions, cette fois-ci, des acteurs sur la scène internationale. Donc, quand elle étudie le comportement des acteurs, là maintenant, vous allez comprendre déjà avec qui vous allez coopérer. C'est quoi la notion de la coopération internationale? Comment se passent les actions sur le plan international? Comment est le droit international? Comment se passent les actions, par exemple, en ce qui concerne les firmes transnationales? Vous allez voir que toutes ces actions-là, ces thèmes ou ces sujets, ça concerne la vie internationale. Donc la place des relations ou de la science des relations internationales, elle reste incontournable dans la mesure où vous allez vers les acteurs, vous devez comprendre leur mode opératoire, vous devez comprendre comment ils se comportent afin que vous puissiez vous adapter avec eux. Parlons du pragmatique. Notre émission a pour objet de jeter un regard entre ce qui est scientifique, ce qui recommande la science et la réalité sur le terrain. Vous pensez vraiment que la science des relations internationales, ce qui est recommandé par les doctrinaires, par les auteurs, est vraiment mis en pratique par peut-être nos dirigeants ou soit nos politiciens? On peut répondre par oui et non. Oui, pourquoi et non pourquoi? Oui, parce que l'action de l'État, on l'applique ou on gouverne par et à travers les connaissances, les bagages que vous disposez. C'est de là la science. Alors, dans la mesure où il n'y a pas ce que nous appelons l'éclatement du système, donc quand l'action de l'État est en train de bien s'orienter, il n'y a pas assez de grands conflits tels qu'une autre Troisième Guerre mondiale. Donc on comprend quand même que les choses vont bien. Au niveau de notre continent, généralement et particulièrement dans notre pays, vous allez comprendre qu'il n'y a pas aussi de conflit dévastateur qui peut embraser tous les 4 coins du pays. Il y a seulement des poches de conflits à gauche et à droite. Là quand même nous comprenons que la science ou les connaissances que la science équipe, les gouvernants s'en servent réellement. Mais dans une autre mesure, nous disons non, parce que nous comprenons que malgré cela, il y a quand même certains échecs. Donc nous disons oui quand il y a réussite, et nous disons non quand il y a des échecs. De part et d'autre, il y a des actions qui boitent. Et là, nous disons non. C'est-à-dire on ne s'en sert pas mieux, ou soit on s'en sert, mais on ne s'en sert pas de la plus bonne ou de la meilleure des façons. Et parlons de la science des relations internationales. À quoi est-ce que les relations internationales est vraiment important? Voilà, je crois que c'est une question en tout cas que j'ai éclairée ici. La science des relations internationales, elle reste une science incontournable dans la mesure où nous ne vivons pas dans l'hermétisme. Et une nation ne peut pas se suffire à elle-même. D'ailleurs, l'importance, la raison d'être de la politique étrangère au sein d'un État, c'est pour savoir comment vous allez coopérer avec les autres. C'est pour savoir comment vous allez entretenir les relations avec les autres. C'est pour savoir comment vous allez défendre vos intérêts envers les autres. Vous avez vos intérêts. Une nation, c'est l'intérêt national. Vous avez vos propres intérêts. Vous avez vos actions que vous voulez atteindre, vos objectifs. Alors vous devez savoir comment est-ce que vous allez bien coopérer avec les autres, comment vous allez entretenir les relations avec les autres. Alors la science des relations internationales, elle vous donne, elle vous équipe. Voilà l'importance de la science des relations internationales. Parce que le monde aujourd'hui, messieurs les journalistes, c'est un monde de la mondialisation. Donc, à proprement parlant, il n'y a plus de frontières telles qu'on les connaissait avant. Le monde, il est devenu un monde vaste. C'est une société vaste.
un monde global. Tout ce que j'ai dit, ce sont des choses qui ont été défendues par les auteurs. Et parce que c'est un monde vaste, c'est aujourd'hui nous parlons de la mondialisation. Et comment est-ce que vous pouvez ici définir ce que nous appelons l'intérêt national? Et c'est un monde vaste, oui, mais un monde où chaque nation, chaque pays vient pour tirer son intérêt national. Comment est-ce que vous pouvez définir cet intérêt, l'intérêt national? L'intérêt national, sans que je puisse me permettre ou prétendre donner une définition, parce qu'il y a des auteurs qui ont réellement défini l'intérêt national. Vous avez un auteur tel que Morgenthau, Hans Joachim Morgenthau. Il définit l'intérêt national à deux volets. Il dit l'intérêt national peut être objectif ou il peut être subjectif. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, lorsqu'on parle de la subjectivité, donc il y a cette notion où ce sont les dirigeants qui définissent l'intérêt national. Quand ils disent que l'intérêt national c'est telle chose, donc c'est ça l'intérêt national. Mais il y a un autre sens qui est un sens objectif. Un sens où il n'y a pas de penchant, il n'y a pas de sentiment. Donc toute une nation prend en compte, prend une conscience généralisée que l'intérêt national c'est elle. Donc pour simplifier la définition de cet auteur, c'est pour dire que l'intérêt national, c'est ce que vous définissez comme prioritaire pour votre nation. C'est ce que le dirigeant, ce qu'un peuple, ce que le gouvernement définit comme une priorité des priorités. Parce qu'il y a des priorités, mais il y a des priorités des priorités. Donc l'intérêt national, c'est la priorité des priorités. Et vous pensez vraiment que les politiques africains, en général, ou soit les politiciens africains, est-ce qu'ils arrivent à définir, ou soit ils arrivent à mettre en pratique ce qui est l'intérêt national? Voilà, c'est pourquoi même, c'est la raison d'être même qui m'a permis de citer cet auteur qui parle de la notion de la subjectivité de l'intérêt national. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire face, vous êtes dirigeant, vous êtes je ne sais qui, non seulement ici, mais partout ailleurs. Dès lors que vous ne savez pas l'objectif principal ou les intérêts de votre nation, là déjà vous tombez dans les désirroirs. Donc vous ne savez plus ce que vous poursuivez. Vous devenez irrationnel. Donc il n'y a plus d'objectif. Vous devez avoir une vision éclairée. Vous devez avoir une vision éclairée, je disais. Donc une vision éclairée par rapport à ce que vous poursuivez. Aucune nation, tout d'abord les États, depuis la naissance de l'État moderne, en 1648, les États modernes se sont fixés pour objectif le bien-être de leur population. Le développement, il reste au centre de tout. Donc quand vous savez que votre intérêt national, la priorité des priorités, c'est le bien-être de la population, c'est le développement de la population, c'est ça l'intérêt que vous devez poursuivre dans vos relations avec les autres, dans la coopération sur la sphère internationale. Donc c'est aux dirigeants de définir l'intérêt national. Alors, quelle différence faites-vous entre les relations, ou soit la politique nationale et la politique étrangère? La différence? Oui, merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes, pour la question. La différence, elle existe bel et bien. Quand même, elle n'est pas une grande différence. Mais je comprends par politique nationale l'ensemble des interactions ou l'ensemble des stratégies que l'État met en place pour gouverner son action au niveau national, au niveau interne. Par contre, la politique étrangère, comme je l'ai défini avec Jean-Claude Zarka, c'est un ensemble des interactions, de flux au niveau international, c'est-à-dire qui transcendent les frontières. Mais cependant, il y a un auteur tel que Stanley Hoffman qui, pour lui,
il y a une sorte de corrélation. Il y a une sorte de rationalité, une sorte d'harmonie entre la politique intérieure et la politique internationale. Dans la mesure où la politique étrangère, la politique que l'État élabore pour diriger son action en dehors de ses frontières, c'est les mêmes États ou ce sont les mêmes dirigeants qui élaborent et mettent en place aussi les stratégies au niveau national. Vous voyez déjà. Donc, dès lors, l'objectif reste le même. L'intérêt national. L'objectif reste le même, le bien-être de la population. L'objectif reste le même, le développement. Donc il y a une sorte de corrélation parce que la base c'est d'abord défendre les intérêts et gouverner dans sa sphère de pouvoir. Voilà. Et quelle relation faites-vous entre la politique interne et la politique externe, soit la politique intérieure et la politique extérieure? Quelle est la relation que vous faites? La relation, il y a une sorte d'harmonie. Il n'y a pas tellement de différence comme je l'ai dit, comme je venais de le dire. C'est une sorte d'harmonie, une sorte de corrélation. Il y a les deux qui se permettent de marcher ensemble, je vais dire comme ça. Parce que la différence, la seule différence, c'est d'abord de gouverner l'action de l'État au niveau international. C'est ça la politique étrangère. Par contre, la politique nationale, c'est pour gouverner l'action au niveau interne. Voilà. Et quel est l'objectif, ou soit quels sont les objectifs de la politique étrangère dans une nation? L'objectif, ou soit si ils sont multiples, quels sont les objectifs de la politique étrangère dans une nation plutôt? Les objectifs, je vais là parler de la mission, de la politique étrangère dans une nation, l'utilité justement. Nous devons d'abord comprendre que la politique étrangère qu'un État met en place, elle a pour mission, la première mission, c'est une mission de représentation. C'est une mission de représentation. C'est une mission de défense de l'intérêt de cet État, de l'État accréditaire. C'est une mission de protection, protéger ses nationaux à l'étranger. Vous voyez, c'est une mission de coopération. Je parlais de la première mission, c'est la mission de la représentation. La deuxième mission, c'est la mission de la protection. La troisième mission, c'est la mission de coopération et ainsi de suite. Donc il y a un peu ce genre de missions où les nommés, les ambassadeurs, les représentants de missions diplomatiques qui sont accrédités dans le pays accréditant, donc défendent les intérêts de leur propre pays. Donc, alors, ils sont là pour représenter leur État au sein de notre État. Ils sont là pour défendre les intérêts de cet État dans l'État accréditant. Ils sont là pour protéger les nationaux. Vous allez voir que dans certains cas de guerre, où il y a une guerre par exemple, je donne un exemple, où il y a une guerre par exemple en Afghanistan. Il y a des citoyens américains qui sont là. Ces citoyens américains qui sont en Afghanistan alors qu'il y a guerre, l'ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, il a pour mission la protection des citoyens américains sur le sol Afghanistan. Parlons de différentes missions qu'a un État. Parmi les missions que vous avez énumérées, vous parlez de la protection, vous parlez de la représentation. Lorsqu'on parle de la protection, vous pensez qu'un pays comme le nôtre, la RD, soit la République démocratique du Congo, peut faire face à un pays comme les États-Unis d'Amérique qui vient peut-être nous affronter sur le plan, je sais pas moi, avec l'ère militaire? Vous pensez vraiment que la RD Congo, c'est un pays souverain? Oui. Est-ce que l'RD Congo sera-t-elle capable de faire face à un pays comme les États-Unis d'Amérique? Voilà, il faut nous situer, savoir pourquoi d'abord s'affronter. C'est quoi la raison? Parce qu'on parle de l'intérêt national, les États-Unis viendraient peut-être nous affronter pour
juste avoir ce que nous appelons ici l'intérêt de leur nation, et l'RDC en offensif cherchera peut-être à protéger quoi, je sais pas moi, ses gouvernants, vous voyez un peu. Alors, est-ce que l'RDC sera-t-elle en mesure de se défendre face à un pays aussi puissant comme les États-Unis d'Amérique? Voilà la raison d'être de la politique étrangère. La politique étrangère, elle est un instrument aux mains des États. Alors rentrons en Afrique parce que nous sommes africains. Vous savez que nous parlons ici de l'intérêt national. Les pays africains se sentant un peu moins puissants que les occidentaux, soit les pays des États-Unis. Alors vous pensez vraiment que l'intérêt national doit être respecté, parce que la plupart des pays africains, pas la plupart, tous les pays africains sont les pays souvent qui tendent la main vers les occidentaux. Alors la notion de l'intérêt national, est-ce qu'il y aura un respect de l'intérêt national, ou soit l'Afrique les pays africains tendent la main juste pour avoir quelque chose, enfin un peu de surgir à leurs besoins? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais ici, par rapport à la question, je vais ici fixer l'opinion. Je vais fixer l'opinion pour savoir que l'intérêt national, ce n'est pas un principe du droit international. L'intérêt national, c'est ce que l'État définit comme tel. Et quand il va vers les autres, il va avec sa propre stratégie que nous appelons la politique étrangère. C'est cette politique étrangère que lui a élaborée chez lui, qui doit lui permettre d'aller défendre ses intérêts au sens général. Et c'est là que lui-même sait que l'intérêt national, il s'agit de tel. Alors pour revenir à la question où vous êtes en train de demander, est-ce qu'on peut respecter l'intérêt national d'un État par les autres États? Si je peux reformuler la question, je la poserai de cette façon-là. Alors la réponse est non. Parce que l'intérêt national, ce n'est pas un principe. Les États sur la scène internationale, ils ne respectent que les droits ou le principe du droit international. La vie internationale des États est gérée par les principes du droit international. Alors par là déjà vous allez comprendre que sur la scène internationale, ce n'est pas les intérêts d'un quelconque État, parce qu'il faut comprendre, nous sommes dans le réalisme. Dans le réalisme, les relations internationales sont des relations interétatiques, sont des relations des intérêts. Chacun doit savoir comment défendre ses intérêts vis-à-vis des autres, en élaborant une stratégie, la mieux, une stratégie, parce que l'objectif c'est aboutir à des résultats. Donc si je peux me permettre par rapport à la question, les États africains ne doivent pas aller vouloir négocier un certain respect par rapport à leurs intérêts, mais ils doivent aller négocier une coopération tenant compte de leurs propres intérêts. Parce que là-bas, sur la scène internationale, chacun défend ses intérêts. C'est le plus fort qui l'emporte. Et comment est-ce que pouvez-vous essayer un peu de nous dire, quels sont les rôles du gouvernement dans une nation? La première raison ou l'existence d'un gouvernement. Oui, le premier objectif de l'existence d'un gouvernement dans une nation, c'est d'abord de gouverner. C'est le gouvernement. C'est d'abord de gouverner. C'est-à-dire conduire l'action de l'État. Conduire l'action de l'État, diriger. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Nous avons un président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons le Parlement. Donc il y a une sorte de coordination des actions de l'État par le gouvernement. Ils exécutent. Voilà. Alors vous êtes internationaliste, oui, vous êtes en même temps scientifique. Pouvez-vous vraiment nous dire, en Afrique, plus particulièrement ici en RD Congo, nous avons vraiment des hommes d'État? Et si nous avons des hommes d'État, qui est-ce qu'on appelle un homme d'État et qui est-ce qu'on appelle un politicien?
En Afrique, particulièrement dans notre pays, je vais d'abord dire que oui, il y a des hommes d'État. Il y a des hommes d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui, moi, je me permets quand même de définir de cette façon-là, parce qu'il y a plusieurs définitions, mais un homme d'État, c'est un homme qui a une vocation d'abord de diriger. Qui a une vocation de diriger l'action de son État. L'action au niveau interne et au niveau externe. Un homme d'État, c'est celui qui, je peux me permettre, c'est celui qui pense aux générations futures. Donc quand il dirige, il sait que mon action, c'est pour que ça soit au bénéfice des générations. Non seulement de cette génération, mais même des générations à venir. Et un homme politique. Mais un politicien, bon, nous avons essayé un peu de tordre le vrai sens d'un politicien. Un politicien, c'est quelqu'un réellement qui fait de la politique, mais quelle politique? Pas la politique de destruction, mais la politique de construction. C'est-à-dire, il dirige la res publica, l'action de l'État. Vous voyez un peu. Mais pourtant, le réalisme nous prouve le contraire, qu'il y a des politiciens qui ne sont là et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc là, je peux alors comprendre, ou je peux alors me permettre de définir un politicien comme c'est lui, comme la personne qui pense aux prochaines élections, comment il doit se positionner, comment il doit se retrouver. Là, ça devient un peu marrant. Donc permettez-moi de dire un peu comme ça, parce que c'est parti d'un constat amer, et puis ça affaiblit un peu les esprits, voilà. Et parce que vous parlez des hommes politiques qui ne pensent qu'aux prochaines joutes électorales, soit aux prochaines élections, alors pouvez-vous vraiment nous dire quels sont les rôles d'un parti politique dans un pays, soit dans une nation aussi souveraine comme le nôtre? Le rôle de parti politique dans une nation, dans un État ou dans un pays comme le nôtre, non seulement dans notre pays, mais les rôles de partis politiques connus comme universellement acceptés et soutenus. Les rôles d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir, et le conserver ou le maintenir le plus longtemps possible. Mais la bonne question est, pour quelle fin? Donc vous avez conquérir le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous voulez le maintenir le plus longtemps possible. Mais pour quelle finalité? Voilà. C'est la meilleure des questions. C'est là maintenant qu'on voit maintenant déterminer qui est un homme d'État, qui sont des hommes d'État et qui sont des politiciens. En Afrique, plus particulièrement en RDC, pensez-vous, après avoir conquéri le pouvoir, après avoir gagné aux élections et qu'on s'est dit la majorité présidentielle, est-ce que ce que recommande la science, c'est ce qui est mis en pratique, ou soit les hommes d'État, ou soit les politiciens africains en général, et plus particulièrement les politiciens africains, arrivent peut-être à ne pas mettre en pratique ce que recommande la science? Mais tout ce que moi je sais, merci d'abord pour la question, mais tout ce que moi je sais, c'est que le science en général, en particulier la science des relations internationales, c'est une science qui élabore des théories. Il y a des théories qui sont mises en place, qui sont élaborées par des scientifiques. C'est pour que les politiques, c'est pour que les hommes d'État, que les États puissent s'en servir de ces théories. Nous avons par exemple la théorie de la coopération. C'est une théorie. Cette théorie est là dans son sein des stratégies. Qui lorsque vous mettez en place cette stratégie, toutes ces stratégies, vous aboutissez à un résultat entendu. Et ce résultat peut être positif ou négatif. Voyez un peu. Donc c'est pour dire que s'il faut évaluer, est-ce que les hommes d'État, particulièrement dans notre pays, est-ce qu'ils mettent en pratique les théories que la science leur outille? Voilà, j'espère que c'est ça la question. Ouais. Nous sommes en train de parler. Oui, c'est parce que déjà je viens ici rappeler que c'est une émission à caractère pédagogique. Nous ne sommes que sur le plan pédagogique, soit nous venons ici jeter un regard scientifico-réaliste. Et ici, nous voulons voir ce que recommande la science et ce qui est comme
comme réalité sur le terrain. Donc il ne faut pas peut-être nous en vouloir et nous ne sommes pas là pour essayer peut-être d'aiser un certain nombre de gens ou soit, je sais pas moi, une catégorie de personnes. Donc on va ici discuter sur ce qui recommande la science et ce qui est la réalité sur le terrain. Vas-y, monsieur l'invité. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Merci d'abord pour cette précision, elle est d'une grande importance. En tout cas, l'objectif, c'est réveiller la conscience de tout un chacun de nous. De tout un chacun. Donc l'objectif surtout, nous n'avons pas pour mission ici de juger. Le jugement, c'est le peuple. Oui. Le jugement, c'est le souverain primaire. Alors ici, s'il faut répondre par oui ou un non, nous devons savoir les résultats de l'action des politiques ou les résultats des hommes d'État. Parce que dire oui, ils mettent en pratique les théories scientifiques, les connaissances scientifiques, ça devient un peu plus fort. Dans la mesure où on peut dire oui alors que l'action sur le terrain, c'est un échec. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les théories ou soit les recommandations faites par la science puissent être mises en pratique par nos politiciens, par nos dirigeants? Bon, il faut d'abord, au préalable, il faut d'abord savoir on a quelle mission. Qu'est-ce qu'on veut réaliser à la tête donc lorsqu'on occupe certains postes de responsabilité, publiques, oui, voilà. On doit d'abord savoir on veut réaliser quoi. On sait assigner quel objectif. Parce que lorsque vous avez le pouvoir, lorsque vous avez les mandats, lorsque vous avez je ne sais quoi, c'est le souverain primaire qui vous lègue ces mandats. Je suis dans le cadre de la science, je ne suis pas sorti de la science. Parce que c'est au suffrage universel, c'est au vote par des voix des urnes que les souverains confient le pouvoir à ceux qu'ils estiment être des hommes de confiance. Est-ce qu'en Afrique, il y a les droits de redevabilité est respecté, ou soit on vous nomme peut-être ministre et après votre quinquennat, ou soit après vos 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépendra de votre législation, ou soit de votre constitution. Il y a le respect du droit de redevance, ou soit en Afrique on nomme, puis on part sans toutefois rendre compte de ce qui nous a été légué, de ce qui nous a été donné comme mission à accomplir. Une très bonne question. C'est une très bonne question et c'est pour moi d'ailleurs une question informative, je peux dire. Quand même, ça me rafraîchit un peu la mémoire. Parce que vous demandez si dans une certaine mesure, il y a une sorte de redevabilité après le mandat, est-ce qu'il y a des institutions où on peut se présenter et puis évaluer son action lors de son mandat? Ça, c'est une bonne question, une très bonne question, mais je vais dire malheureusement, c'est comme si je n'ai pas connaissance de cette institution-là, parce qu'après le mandat, c'est soit le peuple qui sanctionne par des voix des urnes, c'est-à-dire vous ne serez pas réélu. Vous ne serez pas réélu, soit vous êtes réélu et je vais dire la principale institution qui sanctionne l'action d'un État, l'action des gouvernants, c'est le peuple. C'est le peuple qui juge. Les souverains primaires. Les souverains primaires qui jugent ces dirigeants, ces mandataires, on peut les appeler comme ça, par rapport à leurs actions au cours de leur mandat. Est-ce qu'ils ont réussi à leur mission? Par rapport à leurs promesses, ils ont réussi. Par rapport à leurs actions, est-ce que l'action sur le plan international, est-ce que la coopération a-t-elle donné ses fruits? Est-ce que la coopération avec d'autres acteurs internationaux, est-ce qu'il y a des résultats? Au niveau interne, est-ce que l'action de l'État a-t-elle produit des fruits? Donc voilà un peu comment nous pouvons fixer un peu l'opinion, c'est-à-dire il y a le peuple qui est le principal juge. La juridiction, la principale, c'est le peuple. C'est le peuple qui juge et sanctionne. Et parce que nous parlons ici aussi de la politique étrangère, ça doit être quoi? Quelle est la finalité de la politique étrangère dans une nation, surtout comme le nôtre, une nation aussi souveraine? Quelle est la finalité de la politique étrangère?
La politique étrangère a pour finalité l'orientation et la défense des intérêts de l'État qu'il a mis en place. Je vais simplifier. C'est-à-dire, la finalité de la politique étrangère, c'est diriger l'action de l'État au-delà de ses frontières. Et qu'entendez-vous, ou soit qu'entendez-vous par la puissance? La puissance, c'est un ensemble de capacités que détient un État. Vous allez comprendre que par rapport à la notion de l'intérêt national, ne peut mieux définir, ne peut mieux défendre son intérêt national ou ses intérêts, ou ne peut mieux conduire l'action, ses actions au niveau interne ou au niveau international qu'un État qui est capable. C'est-à-dire la notion de la puissance, c'est traduit par la notion de capacité. C'est-à-dire un État est capable. Nous, on nous a appris par nos maîtres que la puissance, c'est la capacité de faire faire et d'interdire de faire. La puissance, c'est la capacité de faire faire et d'interdire de faire. C'est-à-dire, c'est la capacité de faire. De faire, ça veut dire je vais t'obliger à faire ce que moi j'ai besoin que tu fasses. C'est la capacité de faire. C'est la capacité d'interdire de faire. C'est-à-dire, lorsque tu veux entreprendre un certain nombre d'actions, je t'interdis si cela ne concourt pas à mes intérêts. Voilà. Et parce que vous définissez la puissance comme la capacité de faire faire et interdire de faire. Est-ce qu'en Afrique, vous étant que scientifique, nous avons des pays puissants? Vrai, oui ou non, nous avons des pays puissants? Ou soit, parce que nous sommes un pays, nous sommes un continent aussi dominant, et un continent qui est dominé, ici vous définissez la puissance comme la capacité de faire faire et d'interdire de faire. Est-ce qu'en Afrique nous avons des pays puissants ou non? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non, permettez-moi de vous choquer, parce que en Afrique nous avons des pays qui sont capables pour répondre à un certain nombre de besoins. Parce que la capacité, vous avez un pays tel que, sans pour autant me verser dans les détails, mais vous avez un pays comme l'Afrique du Sud, c'est un pays qui fait partie dans le Brexit, dans le pays dit émergent. L'Afrique du Sud, vous avez... Donc, ce sont des pays qui sont capables d'entreprendre un certain nombre d'actions. Donc, ils répondent à un certain nombre de besoins. Et c'est ça la capacité. Donc, la RDC, c'est un pays aussi stratégique. La RDC, elle a une vocation au niveau de l'Afrique, une vocation qu'on ne peut pas remettre en question. Vous voyez un peu. Donc, en Afrique, nous avons des pays capables qui peuvent répondre à un certain nombre de besoins. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne JC4 TV, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Et ici, j'aimerais faire intervenir notre invité, Monsieur Bezalel Bush. Quelles sont les recommandations que la science fait pour que la réalité soit aussi respectée? Si vous pouvez prendre en général, soit ramasser et essayer un peu de voir les recommandations faites par la science pour que la politique, surtout en RD Congo, soit respectée. La question elle est difficile. Elle est difficile à être répondue en un mot. Je veux dire que la science ne donne pas de recommandations. La science, elle se limite à nous donner les connaissances. Dans les cadres politiques et à caractère pédagogique, alors c'est qu'enseigne la science, peut-être qui n'est pas mise en pratique. C'est seulement, je vais dire, il y a l'éthique, il y a la déontologie. L'éthique qui n'est pas peut-être respectée dans la plupart, ou soit dans la plupart des nations africaines. Est-ce que cette éthique-là, l'éthique, il est vraiment respectée, ou soit la plupart des pays africains n'arrivent pas à respecter cette éthique politique? Dans la mesure où les acteurs, le gouvernant ne respectait pas cette éthique-là, ce n'est pas le problème de la science. La science aurait équipé, aurait outillé en termes de connaissances, et le reste, c'est la mise en pratique. Lorsque les acteurs ne mettent pas en pratique toutes ces connaissances acquises d'une manière ou d'une autre,
autre, de part et d'autre, dans des domaines divers. Donc là, ça ne revient pas à la science. Ça revient maintenant à une prise de conscience de non-respect ou de l'action de l'État. Vous voyez un peu, de non-respect de ses promesses, de non-respect. Donc vous ne maintenez pas, vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes amené jusque-là, au poste de responsabilité. Ce n'est pas le problème de la science. Là maintenant, c'est vous. Vous voyez un peu. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne JC4 TV, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Je viens ici dire à notre invité, surtout rappeler que nous sommes une émission à caractère pédagogique. Nous venons jeter un regard scientifico-réaliste avec nos invités. C'était juste une façon d'essayer d'examiner ce que recommande la science ensemble avec notre invité qui est, je rappelle, c'est M. Betsalel Bush. Il est donc internationaliste des formations, théoricien et consultant en sciences des relations internationales. M. Betsalel Bush, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est quoi votre mot de la fin pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation. Merci, je dis merci à votre chaîne et à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vais ici dire que la science a une vocation informative. Elle nous équipe. C'est à nous maintenant, acteurs, de mettre en pratique tout ce que la science nous donne comme outil. Toutes ces formations, toutes ces connaissances, nous les mettons en place au profit de l'État, au profit de la nation. C'est de cette façon que la science peut réellement être utile à la nation. Voilà un peu. Et j'aimerais ici aussi vous remercier personnellement et puis remercier, comme je l'ai dit, toute l'équipe qui nous a accompagnés. Et puis à tous les scientifiques, les éminents professeurs qui nous ont accompagnés en termes de savoir et de connaissances, pourquoi pas être reconnaissant envers eux. Et ainsi de suite, nous disons merci à tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne JC4 TV, ainsi prend fin notre émission de ces jours où avait pour thème comment la science peut-elle réellement être utile à une nation. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Continuez surtout de nous faire confiance, continuez de vous abonner ainsi sur notre chaîne YouTube JC4 TV. Continuez donc de partager avec vos amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et surtout restez branchés. Je tiens ici à dire un grand merci à toute l'équipe technique, aujourd'hui chapeautée par monsieur Richard Moni. Je dis un grand merci à notre directeur général, monsieur Michel Lupaya. Et je dis aussi un grand merci à notre manager, le big manager Martin Djondo. Je dis un grand merci à la famille Iwawa qui ne cesse de nous soutenir. Continuez surtout de nous soutenir. Nous disons aussi un grand merci à l'agence des communications visuelles, l'agence JC4 Service, notre partenaire. Nous disons aussi un grand merci à l'agence Emily Pro Service. Continuez de nous soutenir. Vous êtes politicien, vous êtes scientifique, vous êtes professeur des universités, vous êtes entrepreneur, vous êtes artiste, je ne sais pas moi. Nos portes restent grandement ouvertes pour vous recevoir dans le cadre de l'émission Éthique Politique. Pour aujourd'hui, restez surtout branchés sur votre chaîne. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous très massivement sur notre chaîne YouTube JC4 TV surtout. À très bientôt. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup messieurs. C'est à moi de vous remercier. Merci.